retour sur le plateau de prolongation, toujours en compagnie d'Yves Courage. Yves, on va maintenant tenter d'en savoir un peu plus sur vous. Déjà, quel homme êtes-vous? Alors pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre des deux personnes sans doute qui vous connaissent le mieux. Magali, celle qui partage désormais votre vie, et puis Julien, votre premier fils, avec qui notamment vous travaillez. Écoutez-les. C'est quelqu'un de mystérieux et c'est quelqu'un qui est aussi à fond dans ce qu'il fait. Donc forcément, je veux dire, il peut être là et puis être pas là en même temps. Et puis parce qu'il pense tout le temps. Je veux dire, il est tout le temps dans la course. Ça a toujours été quelqu'un de très passionné, donc pas facile à suivre. Mais non, ça se passe très bien. Et puis de pouvoir travailler ensemble, c'est quelque chose de génial. Une réaction sur ce qui a été dit? Non, mais je pense que tout ce qui a été dit est très vrai. Ce sont des personnes qui me connaissent très bien. Et c'est vrai que j'ai peut-être ce défaut de toujours penser, quoi. Et puis, c'est vrai que j'ai ce problème avec le temps, quoi. Je considère toujours qu'on n'a pas le temps. C'est une vie à 200 à l'heure, un peu? C'est sûrement une vie à 200 à l'heure, mais moi je la conçois pas comme ça. Je pense qu'on nous a donné un laps de temps et que ce laps de temps, il faut l'utiliser au mieux pour pouvoir faire des choses et qu'on peut jamais reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc c'est sûrement contraignant pour mon entourage parce que quand on décide de faire quelque chose, je voudrais que ça commence maintenant, quoi, et qu'on le fasse le plus vite possible. Alors que je vois que la majorité maintenant de la société, c'est d'intégrer des choses, les assimiler, et puis après on les fait, quoi. Ouais. Mais je ne suis pas du tout dans ce schéma. On va évoquer votre rencontre avec Magali, une rencontre peu banale, en deux temps, on peut dire. Tout d'abord, il y a 18 ans, elle était élève avocate, elle fait un stage chez votre avocat, et à la suite, elle nous la rencontre. Un jour, il me dit, écoute, faut qu'on aille voir Yves Courage, est-ce que tu le connais? Je connais les 24 heures, mais Yves Courage, pas du tout. Donc il me dit, oh là là, c'est pas possible, tu te rends compte, enfin voilà. Et puis on arrive, on rentre, je vois des très très belles voitures. Alors évidemment, c'était les approcher de très près alors qu'on les voyait en général sur le circuit. Et puis j'ai rencontré Yves il est arrivé et puis l'inexplicable, c'est pas le coup de foudre, mais c'est le sentiment que c'est une personne qui est importante pour vous. 12 ans après, la vie nous a réunis de façon complètement... ça c'est la chance, voilà, le destin. Et puis c'est là que nous avons échangé et qu'on s'est rendu compte qu'on avait chacun de notre côté ressenti quelque chose. Et puis voilà, puis nous avons construit donc voilà une vie ensemble. Et c'est extraordinaire, comme je lui dis souvent, je lui dis, moi je t'ai aimé avant que tu m'aimes, parce que c'est un homme public, donc forcément vous entendez parler tous les ans des 24 heures et tout, vous le voyez à la télé, et ce que j'avais ressenti il y a 12 ans était toujours aussi fort. Une petite réaction? Ça vous émeut? Oui, c'est des choses très intimes, mais c'est vrai que c'est des choses très importantes dans ma vie, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Alors, il y a une autre personne forcément qui vous connaît bien, là c'est plus le domaine professionnel, vous l'avez accueilli comme stagiaire. Vous voyez de qui je veux parler? Il dirige maintenant une écurie sartoise, Dams pour ne pas la citer. C'est bien sûr François Sicard. Pour moi, Yves, c'est les 24 heures. Et puis c'est surtout quelqu'un qui a quelque part inspiré ma vocation et qui fait qu'aujourd'hui je fais ce métier-là. Quand j'étais étudiant, j'avais eu l'occasion de faire un stage chez Yves à l'époque il était concessionnaire Porsche, et donc j'avais eu l'occasion, il m'avait accepté en stage, et donc ça m'avait permis de le côtoyer, de côtoyer son épouse Liliane, et puis bien sûr de vivre de l'intérieur un petit peu ce qu'était Courage, quoi. Donc c'était pour moi un grand moment, j'étais assez jeune, mais c'est un grand moment, c'était un rêve émerveillé déjà de le rencontrer, de le côtoyer, et puis de voir ses voitures d'aussi près, quoi. C'était un bon stagiaire, François? François était un bon stagiaire. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration même, parce que c'est quelqu'un qui a fait un très très beau parcours. Et c'est cette chance, dans la course, c'est un révélateur aussi de ça, parce que c'est quelque chose qui fait pas de cadeau. C'est quelque chose qui fait rêver, que vous voyez les week-ends de course, tout ça. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup d'embûches et c'est un formidable révélateur de tempérament, de caractère. Et François fait partie
partie de ces gens exceptionnels, capables de manager des choses qui sont vraiment pas faciles, ça je peux vous l'assurer. Alors puisqu'on parle de Dams, j'en profite pour vous signaler que l'écurie a remporté 2 titres en GP2 cette année, le titre Team ainsi que le titre Pilote avec Davide Valsecchi. C'est d'ailleurs le 2e titre pilote consécutif pour Dams. L'an passé, c'était un certain Romain Grosjean qui l'avait décroché. Bref, un beau parcours pour une écurie sartoise. Très très beau parcours. Et puis là aussi, de sortir des talents, c'est très important. D'ailleurs, je conseille quelques pilotes là, et je leur ai fortement conseillé d'aller d'abord chez Dams, de faire du simulateur. Et oui, c'est une bonne équipe. Dams envisagerait sans doute de revenir aux 24 heures, peut-être l'année prochaine, peut-être un peu plus tard. Oui. Il faut qu'il revienne. Oui, de toute façon, vous savez bien, Le Mans, ça vous lâche jamais. Quel que soit votre parcours, vous avez toujours envie de venir ou de revenir au Mans. Allez, on va enchaîner à présent. On va essayer de savoir comment se passent vos journées. On va proposer un sujet à nos téléspectateurs entre vie professionnelle et vie familiale. Pardon. Ouais, ça pose pas de soucis. Oui, tout ça c'est du commun. Ouais. Un limiteur, si on veut lui en poser un. Indispensable. Là c'est Chevron B21, mais ça par contre. Il t'avait donné quelque chose, là? Non. Le boîtier, c'est le boîtier... C'est celui qui avait dedans. Il y a de l'humidité dedans. Ah oui, tu as changé tout le... Oui, d'accord. J'ai changé tout l'ensemble. Moi, ce qu'il faudrait, c'est changer le filtre à huile moteur, qui est bossé. Oui. Le filtre à essence. Il est cabossé? Il est cabossé, oui. Ah oui. Eh ben, ce sont des très très belles voitures, mais quand c'est dans des mains de bricoleurs, ça vieillit pas bien, quoi. Alors, ça c'est son morceau qui l'endort, le concerto 21 de Mozart. Voilà, c'est ta musique préférée, oui. Oui, c'est toi qui fais la musique, là. Ça, c'est ce qui calme. Mais il faut reconnaître que c'est pas simple de travailler avec Yanis. Hein. Mais bon, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie. Ah, ça change une vie, un bébé, hein. Oui, ça change complètement parce qu'on est tous, je pense, sur le même schéma. Quand on a fait beaucoup de choses dans sa vie, on n'a aussi pas forcément vu ses enfants grandir comme on l'aurait souhaité. Donc là, c'est quelque chose qui me tient complètement à cœur et qui est prioritaire dans tout ce que je fais. Ça ne m'empêche pas d'avoir des projets et de vouloir les réaliser, parce qu'avoir des projets, c'est une chose, mais les réaliser, c'en est une chose. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur, quoi. Vous essayez de passer un maximum de temps avec lui le soir, oui, et puis le week-end, forcément. Puis je le vois grandir. Il a 10 mois aujourd'hui. Donc. Pareil que vous êtes un vrai papa poule. C'est en tout cas Magali qui me l'a dit. Mais ça, je pense que je l'ai toujours été. On va écouter. Vous allez réagir après. Quand je suis sortie de la maternité, Yanis a dormi pendant quelques mois entre nous deux. Je veux dire, le couffin était au milieu. C'est pas ma volonté, c'était la sienne. Je veux dire, c'est quelque chose que j'avais pas connu jusque-là. Oui, non, il est très très près de ses 2 fils, hein, d'ailleurs, avec Julien aussi. Alors, un vrai papa poule. Oui, puis j'estime que dans l'éducation, il est tellement dit de choses qu'il faut à un moment réagir un petit peu au feeling, comme on dit. Et je trouvais qu'un bébé, un petit nourrisson, c'est déjà un choc important pour lui de venir au monde. Et je voulais pas lui rajouter un traumatisme supplémentaire en l'isolant complètement trop dans sa chambre. Voilà. Et contrairement, là, je me permettrai pas de donner des conseils, mais je peux simplement dire une chose. On m'a dit, oh là là,
là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu n'es pas sorti, après, tu peux pas te rendre compte. En fait, le jour où il a pris son biberon le soir, il a fait ses nuits dans son lit, il n'y a jamais eu le moindre problème. Donc, voilà, je conseille à tout le monde d'agir au feeling et pas trop tenir compte des conseils. On va revenir donc à votre société Courage Classique maintenant. Déjà, c'est quoi, Courage Classique? Alors, Courage Classique, c'est avant tout une entreprise à laquelle j'ai réfléchi parce que j'avais mes plus fidèles qui étaient partis chez Horeca et qui me disaient on n'y restera pas, ça nous plaît pas, pour diverses raisons, hein, ne serait-ce que parce que leur vie était au Mans et qu'Horeca est dans le sud de la France. C'est déjà une raison extrêmement importante. Donc j'ai commencé à réfléchir. Un jour, mon fils m'a dit je voudrais monter une petite concession. Je lui ai dit attends, tu te rends pas compte, là, les concessions aujourd'hui c'est très difficile. Et de là est venue l'idée du classique. Et je me suis dit je vais m'impliquer dans cette activité, en espérant évidemment en faire une entreprise que mon fils pourra reprendre par la suite, quoi. Le former, travailler ensemble, parce que c'est une activité qui reste aussi l'activité de course avec plusieurs types évidemment de voitures de course. Aujourd'hui, on a des Formule 1, on a de l'IRL, on va avoir du GP2, évidemment, on passe par tous les protos. Les groupes C, les groupes C qui ne sont pas encore éligibles en VH, mais on en a quelques-unes à l'entretien. Et on a des sports prototypes de l'époque, C1, C2, et puis d'autres voitures. Donc voilà. Vous êtes dépositaire de la marque Chevron en France. En France. Et on a aussi pour activité évidemment de reconstruire des voitures, d'en rénover d'autres, et d'assister aussi. On a des clients qui vont participer aux 2 tours d'horloge, par exemple, au Castellet. Donc on aura des équipes pour les assister. Voilà. Et donc c'est une activité de course avec l'ancien. Et moi, j'espère très très vite que mon fils pourra prendre les rênes de cette entreprise, pour moi me consacrer à d'autres projets, parce que pour certains projets, je travaille déjà dessus, quoi. Ah, ça serait quoi? Est-ce qu'on peut... petit retour, pourquoi pas, à des 24 heures? D'abord, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi sur le projet de la voiture toute électrique pour les 24 heures. On a investi avec nous des très belles entreprises. Malheureusement, on arrive à un moment où l'économie en France est quand même très difficile, et il est très difficile d'amener des entreprises pour financer ce type de projet. Mais le projet, évidemment, est pas mort, mais on s'est aperçu quand même que les puissances dont on a besoin pour les 24 heures, et sans rentrer dans la technique, les projets innovants au Mans doivent être avec des LMP1, donc avec les performances des voitures les plus rapides. Donc le cahier des charges est très, très haut. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le tout électrique ne pourra pas marcher tout seul. D'abord, il va falloir beaucoup développer la récupération d'énergie. Et ensuite adjoindre quelque chose d'autre, hein. Et quand on dit récupération d'énergie, c'est les récupérations d'énergie de freinage, les récupérations d'énergie thermique sur les échappements, et sûrement travailler avec des moteurs turbo. Enfin, tout ça est un vaste sujet. Et donc on a fait ce projet. Très très vite, on nous a demandé de travailler sur un projet de karting électrique. Un karting indoor, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de pollution dans les indoors, hein, d'abord avec les moteurs, avec le bruit, avec tout. Et on travaille sur un projet, on a un karting parce qu'il y a beaucoup de karting électriques, mais on a travaillé sur un karting à courant continu, mais on s'aperçoit que ce n'est pas la solution, donc on a travaillé sur d'autres technologies, avec d'autres électroniques, de manière à avoir la même sensibilité qu'avec un kart thermique, et ça va voir le jour, le kart arrive cette semaine, il ne restera plus que la carrosserie à faire. Et les 24 heures en elles-mêmes, ou courses, on va dire, d'endurance, ça ne vous tente pas un petit peu? Tout ce que je peux vous dire, parce que je veux à la fois pas annoncer des choses qui ne se feraient pas, mais pas non plus trahir tous les gens qui pensent qu'on doit revenir un jour au Mans. Bien sûr qu'on a des projets. Bon, peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans la troisième partie de l'émission dans quelques instants. 2007, on le disait, c'est vraiment l'année noire finalement pour vous, avec des essais, je crois que c'était à l'époque 15 jours avant Le Mans, c'est Guillaume Moreau donc, qui casse la voiture, et il vous faut à toute vitesse, je crois vous mettez une semaine pour reconstruire une nouvelle voiture, et pendant la course, eh bien, Bisret Petita. En tout, c'est 2 voitures cassées, 600 000 euros, c'est à peu près ça? Un petit peu plus de 600 000 euros. Et là, j'avais un directeur général qui m'a dit « Yves,
là, il faut arrêter, parce que c'est ta vie qui est en jeu, là. Et est-ce que aussi c'était le fait qu'il y ait des diesels, je crois que c'était Peugeot qui arrivait, Audi était là en diesel l'année précédente, là il y avait Peugeot en plus, est-ce que vous vous êtes dit, les essences vont jouer que des seconds rôles? Oui, il est vrai que la réglementation, mais bon, la réglementation, oui, avec les diesels, c'était une nouvelle technologie. Je ne jette pas la pierre aux législateurs, mais c'est vrai qu'il y a une disparité extrêmement importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudra quand même réajuster les choses, parce que les usines, aujourd'hui, elles auront toujours un très gros avantage, parce qu'aujourd'hui, les usines ont de très gros moyens financiers, d'intelligence, de tout ce qu'on veut. Pour prendre qu'un exemple, sûrement qu'une écurie-usine aujourd'hui est capable de faire tous les jours de la soufflerie pour son projet, comme le projet du Mans. Un privé va faire une semaine de soufflerie, voire s'il est très riche 15 jours, mais il n'en fera jamais plus. Donc vous voyez, c'est très difficile. Le législateur, à mon avis, devra faire très attention, à donner une autre image de la course, donc à lui donner la possibilité, ça va être le cas pour 2014, mais il faut vraiment faire attention à tout ça et redonner une place au privé. Le Mans, c'est aussi les privés, quoi. Il y a une histoire qui s'est écrite au Mans très très forte à travers des privés qui ont bien figuré, gagné le Mans, et c'est eux qui restent, parce que les équipes d'usine, le jour où leur intérêt n'est plus de participer aux 24 heures, et je crains qu'à court terme leur intérêt soit aussi un petit peu ailleurs, on a besoin des privés pour assurer le spectacle. Alors on a voulu évidemment savoir comment cette vente à Oreca a été vécue au sein même de votre entourage professionnel. Écoutez, à ce sujet, Jean-Yves Chédorge, c'est votre chef mécanicien. Jean-Luc, pardon, j'ai dit Jean-Yves, Jean-Luc. Ça fait partie du jeu, hein. C'est-à-dire dans la course automobile, c'est quand même un travail qui est quand même aléatoire. Nous, qu'on ait déjà pu tenir aussi longtemps, fabriquer des autos pendant tant d'années, lorsqu'il a décidé d'arrêter, c'est pas de la tristesse, hein. On peut se dire, bon, on a déjà fait ça, quoi. Lorsque l'entreprise a été rachetée, j'ai été repris par l'autre entreprise, et après Yves m'a proposé de revenir avec lui pour retravailler sur les autos, et j'étais vraiment heureux de revenir avec lui, quoi. Quand on travaille plus de 25 ou 30 ans avec une personne, obligatoirement il y a des liens. Surtout dans ce métier-là, où il y a quand même, il faut quand même être assez lié pour. Ça demande beaucoup de la personne, quoi. Allez, une petite réaction à ce que dit Jean-Luc, on rectifie. Vous vous doutez que ça me touche, mais à la fois je le connais si bien, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, ça doit faire 32 ou 33 ans, donc je le connais très bien. Je lui ai fait parce qu'au départ, il croyait jamais. Quand je lui disais, on va construire une voiture pour les 24 ans, il me disait, oui, bon, son expression, c'était sûrement de dire, le patron, il rêve, quoi. Non, et puis, ce qu'il dit est très vrai, c'est que une équipe de course, c'est une famille avant tout, hein. C'est une famille, et ça peut pas marcher autrement, parce que ce sont des milieux, évidemment, vous voyez bien que ce soit pour les pilotes ou pour les équipes, les places sont très très chères, l'entonnoir est énorme, il y a peu de gens qui arrivent, donc si vous n'êtes pas dans une famille, vous allez vite, peut-être même vous dégoûter, parce que les valeurs, ne serait-ce que les valeurs de courtoisie entre les uns et les autres, elles n'existent pas, il faut être clair, elles existent, mais c'est un peu chacun pour soi quand même, hein, et il y a beaucoup à dire, quoi. Il y a beaucoup d'égocentricité, il y a beaucoup de choses. Yves, on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve dans 2 minutes, à tout de suite.